Autre question posée, que devient la créativité quand l'IA générative peut tout créer? C'est Sylvain Louradour de NetExplo et Caroline Zeller, designer et prompt engineer, qui vont tenter de répondre à cette vaste question. Donc, bonjour Caroline. Bonjour Sylvain. On a beaucoup vu déjà ce matin les conséquences de l'IA générative en entreprise, mais on va s'intéresser à la source de l'IA générative, qui est le prompt. Donc tu es prompt ingénieur. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce métier assez nouveau? Oui, être prompt engineer, c'est en fait concevoir des requêtes pour interroger une IA de façon efficace. Et moi, comme je travaille dans le visuel, c'est la façon de choisir les mots, donc le bon usage des mots pour créer des images. Très bien. Alors, est-ce que tu as eu une formation? Est-ce que tu es passé par une école pour devenir prompt ingénieur? Ça n'existait pas, donc j'ai tout appris en ligne avec des communautés sur Twitter, sur YouTube, avec les développeurs Midjourney, tout ce que j'ai pu trouver. D'accord, donc tu t'es cultivé sur tous les tutos du monde en termes de prompt engineering, en fait, c'est ça? Oui, exactement. D'accord. Alors, il faut signaler que tu reviens à Paris, mais après 10 ans à l'étranger, après Shanghai et Hong Kong, que tu as travaillé avec des grandes marques comme Google et LVMH. On va voir quelques exemples. Et est-ce que tu peux nous déjà donner le secret du bon prompt? Le secret du bon prompt, c'est déjà d'avoir une compréhension de l'IA, comprendre la ressource qu'on utilise. Donc là, ici, c'est le dataset. Donc pour Midjourney, ça va être, on le sait maintenant, avant c'était confidentiel, ce dataset, c'est Lion. C'est un dataset qui regroupe 5 milliards d'images. Donc dataset, c'est l'ensemble des données qui nourrissent une IA générative, c'est ça? Oui, voilà. Okay. Et celui-là, c'est un dataset open source qui est utilisé pour Stable Diffusion, DALL-E et donc Midjourney aussi. Donc il y a déjà ce premier point, et c'est aussi une connaissance de son domaine. Donc il faut pouvoir avoir une culture et un vocabulaire spécifique pour pouvoir créer les images qu'on souhaite voir. Donc ça, c'est très important. Et une troisième compétence, c'est aussi les compétences humaines comme la créativité et le goût, puisqu'on va choisir en fait les images qui sont générées par l'IA. Donc c'est une compétence qui a encore plus d'importance qu'avant. Très bien. Et dans ce choix des données donc, de l'IA, est-ce qu'il y a une histoire de remix aussi, c'est-à-dire de combinaison différente un petit peu des données? Oui, c'est comme ça que l'IA fonctionne, c'est en combinant des images différentes, et c'est la culture du remix, c'est pas nouveau. Il y a des artistes comme Picasso qui sont allés chercher dans des domaines différents, donc par exemple l'art primitif et la peinture traditionnelle, comme Daft Punk, comme Tarantino. Donc tout d'un coup, ça met tout ça, ça lève le voile en fait sur la créativité, la façon d'aller chercher des inspirations différentes et de les recombiner. Très bien. Donc en utilisant l'IA générative, on est tous un peu des Daft Punk, des Picasso et des Tarantino, c'est ça? On peut, oui. On peut essayer en tout cas. C'est ça qui est génial. Alors on va commencer par voir un film qui est assez impressionnant. De 50 secondes. Avengers Endgame believes that in the next 2 years, AI will generate all the movies that we watch. In fact, you can already access this AI technology today, allowing anyone to create their very own Disney with AI. Go to this website, select what content you want the AI to copy. Let's try Star Wars. Click this, and the AI will automatically create a story idea for me based on Star Wars. Hit generate, and in seconds, the AI creates a unique and compelling story based on Star Wars, and even creates AI images to complement your story. Plug this into a text-to-video AI generator, and you'll be able to watch your story come to life. Imagine where AI technology will be in a few years' time. It's not crazy to think that we'll soon be able to create our own AI content studios to destroy Disney and Marvel. The AI I used is called deepfiction.ai. Comment deep and I'll send it to you. Voilà, donc ce petit film nous promet la fin des studios Disney, donc c'est quand même très ambitieux comme projet. Simplement, là, on voit que le prompt est capable d'écrire le scénario, de faire le character design et aussi de tourner intégralement le film, donc ce qui est quand même assez intéressant sur le pouvoir du prompt. Oui, c'est complètement disruptif. Complètement disruptif, oui, exactement. Donc on va voir exactement comment on va suivre ça dans l'avenir. Et aussi, on a cette étude, voilà, qui, merci Marcus de me l'avoir passée, qui date de septembre 2023 et qui indique donc que l'IA est capable d'être aussi créative que les humains, voire beaucoup plus créative. Oui, je crois que tout à l'heure, on a vu des études sur la productivité. C'est intéressant d'en voir aussi sur la créativité. Très bien. Et donc, on peut aussi voir que peut-être que c'est une question d'inhibition par rapport à la créativité humaine.
si les humains n'arrivent pas à avoir plus de créativité, peut-être en entreprise, etc. Qu'est-ce que tu en penses ? Tout le monde est créatif à sa manière. C'est pas parce qu'on se dit artiste ou designer qu'on est plus créatif. En fait, on a tous une façon différente d'être créatif. Je sais que tu vois l'IA générative comme une sorte aussi de déverrouillage possible pour chacune et chacun par rapport à ses talents créatifs. Oui, parce que tout d'un coup, c'est la démocratisation en fait de la créativité. Il suffit de quelques mots pour générer une image, pour générer une vidéo, et c'est assez incroyable. C'est donc pouvoir exprimer sa vision par le biais de tous ces outils. C'est incroyable. Ok. D'où cette première question. Est-ce que générer, c'est créer ? Est-ce que vraiment les choses sont équivalentes ? Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas d'IA créative plutôt que générative ? Oui. Oui, en fait, la création, c'est un peu la frontière ultime entre la machine et les humains. Et tout d'un coup, cette frontière, elle s'efface. Et c'est ça qui devient très intéressant. Et après, c'est pas nouveau. Il y a des artistes comme Tim Gully qui étudiaient les machines créatives. C'est des machines qui dessinaient. Ça, c'était quand même en 1950. Et c'est vrai que là, tout d'un coup, c'est devenu plus visible parce que les IA génératives ont cette aptitude à remixer, à mélanger des influences, des choses, des données différentes. Et voilà, et ça pose la question de la créativité. Mais c'est vrai que oui, les machines, en fait, n'ont pas d'intention. D'accord. Les machines n'ont pas d'intention, donc c'est un peu la différence entre la génération et la création, peut-être, c'est ça ? Oui, voilà, la sensibilité et l'intention qui est derrière. C'est-à-dire que c'est nous qui donnons l'intention à l'IA générative, en définitive. Ouais, en tout cas, c'est la perception que j'ai. Peut-être qu'il y en a d'autres ici qui ont une autre façon de voir les choses. Parfait. Donc, voilà, donc un petit schéma un petit peu abstrait pour l'IA générative par rapport à l'IA discriminative. Donc l'IA discriminative, elle classe et elle étiquette des données existantes. Et l'objectif, c'est d'avoir des prédictions et des classifications. C'est l'IA dite traditionnelle, celle qu'on connaît, alors que l'IA générative, elle, offre des nouvelles données en augmentant les données existantes, souvent par distribution de probabilité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que par exemple, elle voit une tache rouge un peu ovale, elle va se dire ça peut être une tomate, ça peut être ci, ça peut être ça, et donc elle va traduire cette IA, la probabilité, en image existante pour proposer un exemplaire plausible d'une catégorie. Oui, j'ai rien à ajouter. En gros, l'IA discriminative, ça fait la différence entre des chats et des chiens. Et une IA générative, ça va créer des nouveaux chats et des nouveaux chiens. Voilà, parfait, exactement. Ouais, c'est comme ça que je le vois. Voilà, c'était le seul schéma assez théorique. Donc on va passer à des images maintenant. De nouveaux gestes. Donc là, on va explorer un petit peu tes travaux. Et on va commencer par ce travail que tu as fait pour Google. Donc c'était pour quelle occasion précise ? Donc là, c'était pour les 25 ans de Google qui ont eu lieu il y a quelques semaines. Donc c'était imaginer les 25 prochaines années de Google avec 25 défis, 25 enjeux qui vont définir le futur de l'IA et de Google. Donc c'était un exercice prospectif d'imagination voilà. sur les 25 prochaines années de Google. Oui. Et donc parmi les visuels que tu as créés, il y a celui-ci, alors qui s'adresse à quelle thématique et puis comment l'as-tu prompté ? Donc là, c'était sur l'aspect sustainability, qui était un des aspects qu'on a exploré donc avec Google. Et c'était voir comment Google et l'IA générative vont redéfinir tous ces enjeux et comment Google va infuser ces process, ces solutions. Et donc là, de façon technique, j'ai utilisé une image de référence. Et ensuite, je suis allée la mélanger avec du texte en rapport avec la nature et aussi avec des concepts artistiques. Donc ça a été un mélange de 3 choses. Ça s'appelle une image prompt. Donc c'est une secret sauce un peu tu as composée pour aboutir à ce visuel sur la sustainability dans l'avenir en tout cas. Une création d'esthétique. Voilà. Il y a aussi cette création qui est un petit peu plus robotique. Et puis celle-ci qui, elle, joue sur la transparence, puis un côté ludique aussi. Là, on voit, on reconnaît un peu Google, mais pas tant que ça. Donc, qu'est-ce que tu voulais adresser comme problématique avec celle-ci ? Là, c'était la question de la transparence, qui est, on l'a vu, je pense, on en a beaucoup parlé déjà ce matin. C'est un des défis, un des enjeux de l'IA aujourd'hui, et c'est un des axes de travail de Google. Donc, je voulais le présenter de façon visuelle et sensible.
Très bien. Donc là, c'est vraiment une référence à l'opacité de l'IA parfois et le besoin de transparence qu'on a par rapport à la façon dont elle fonctionne, notamment au niveau des prompts. Oui, exactement. Ok. Et puis aussi, tu as travaillé pour LVMH avec la Samaritaine, dont tu as réinventé les espaces et notamment l'escalier iconique de ce grand magasin. Donc oui, là c'était un travail sur voilà, ce magnifique escalier iconique de la Samaritaine. Et l'idée c'était de métamorphoser l'existant en s'inspirant de références au surréalisme. Très bien. Alors on a parlé du prompt, est-ce que là on peut parler du multi-prompt peut-être ? Oui, bah là j'ai utilisé, il y a plein de façons de prompter différentes. Donc là je vous ai parlé du image prompt. Il y a aussi une image, parce que j'ai utilisé l'image de l'escalier de la Samaritaine dans ce prompt, et je suis aussi allée pondérer en fait des concepts. Donc je me suis inspirée de tout ce qui est fashion et aussi de l'univers surréaliste pour créer ces nouveaux visuels qui sortent un peu de l'imaginaire en fait de l'IA. Donc ça c'est intéressant parce que ça veut dire que dans ton prompt, donc, tu pondères des concepts, ça veut dire que tu donnes plus ou moins d'importance à tel et tel morceau du prompt en fait, c'est ça ? Oui, exactement. D'accord, très bien. Donc on a le multi-prompt. Parfait, voilà. Très bien. Donc c'est intéressant, on s'aperçoit qu'il y a des familles de prompts et tu as gagné, signale-le, le gold au BAE pour cette création. C'est Magic Garden, c'est Magic Garden, parfait. L'agence. Et c'est toi derrière. Et il y a aussi 2 autres artistes, on était 3 sur ce projet. Alors voilà, maintenant on plonge très rapidement dans 3 de tes créations. Une sur le brunch, donc là, quelle était la problématique sur cette nature morte qui rappelle un peu Vermeer ? Là, c'était aussi aller combiner des influences qui m'intéressaient, donc la peinture classique et aussi la 3D, et donc bloquer certaines choses dans mon prompt et aussi laisser cette part d'inattendu d'exploration avec l'IA que je trouve vraiment intéressante. D'accord. Et c'est la lumière qui a été un peu l'enjeu aussi oui, voilà, sur exactement. Cette création. C'était cette lumière que j'aime dans certains tableaux classiques et que je voulais retrouver, en fait, qui m'a inspirée. Et que j'ai essayé de retrouver dans ces créations. Et c'est aussi une nouvelle famille de prompts. Après le prompt, le multi-prompt, on a le rétro-prompt ou le reverse engineering, c'est ça ? Ah oui. Alors explique-nous ce que c'est que le reverse engineering. Donc, le reverse engineering, en fait, il y a Midjourney ou ces IA d'images. On travaille à partir de texte, on crée du texte et ensuite on génère des images, mais c'est possible de faire le contraire, donc de partir d'une image. Donc c'est la fonction describe, par exemple, sur Midjourney. Donc on part d'une image et on décrit en fait cette image. L'IA va la décrire en texte. Et donc moi j'utilise beaucoup cette fonction et je l'ai aussi automatisée avec un autre outil qui s'appelle Clip Interrogator, qui me permet d'interroger en permanence le réel. Donc quand je prends des photos de mon environnement, en fait elles vont automatiquement créer du texte qui me permet voilà, c'est un support de travail parmi d'autres. Ce n'est pas une solution pour traduire une photo que tu prends en prompt, c'est pas aussi simple que ça. On ne peut pas faire ça, mais on peut s'en approcher, j'ai des techniques pour le faire. Ok, en tout cas on sait qu'on a le prompt, le reverse prompt, voilà, c'est un peu du Nolan, on fait des allées et venues dans les prompts. Parfait. Deuxième œuvre, donc là c'est Concrete, donc c'est de l'architecture. Donc on voit des éléments comme ça architectureux immenses dans des endroits naturels. Donc quel était le thème là sur ce sujet-là ? Là c'était l'absurdité de la création humaine. D'accord. Mais je préfère laisser ça ouvert aussi à l'interprétation. Parfait, oui. Très bien. Et enfin, c'était cette faculté de reproduire un rêve avec Flowers. Parce qu'on sait que Dali, par exemple, peignait ses rêves, mais bon, c'était Dali. Donc si nous, si on veut reproduire notre rêve en image, on peut passer par IA générative. Oui, voilà, moi je prompte mes rêves. Parfait, très bien. Est-ce que là, il y a une technique particulière derrière cette création de prompt ? Il y a plein de techniques différentes et c'est aussi la recherche de l'accident, de l'aléatoire et en fait c'est un travail de co-création où donc ce dont je parlais tout à l'heure, c'est la curation. On va aller choisir des images qui font sens en fait. Et donc il y a cette façon d'orienter l'IA, de définir un espace. Donc c'est comme un point dans l'espace latent et d'aller l'explorer avec l'IA. Donc c'est vraiment pour moi un travail de co-création. Donc c'est un double mouvement, d'un côté très contrôlant de définir un champ de recherche très précis, et puis d'un autre côté finalement d'explorer quasiment de façon aléatoire ce champ de recherche pour être sensible aux accidents, aux imprévus. Oui voilà, parce que je trouve qu'on est limité en tant qu'humain. L'accès qu'on a
à la culture, aux données. Quelquefois, on a des biais culturels, des biais d'habitude. Et en fait, le fait d'avoir accès à cet outil, ça enlève des œillères et ça nous fait voir des choses qu'on aurait, qui nous sont propres, mais qu'on n'a pas pu encore imaginer. D'accord. Alors derrière ces prompts, enfin à la conséquence de ces prompts, on a différentes formes d'intelligence, donc analogique. Là, on voit comment une IA générative avec quelques taches de couleur interprète, parce qu'elle va puiser dans sa base de données, tel et tel objet, telle ou telle forme un petit peu abstraite, et on voit qu'elle fonctionne de façon analogique, avec des recoupements de couleurs, de textures et de formes. On peut aussi avoir une intelligence dite réparatrice, c'est-à-dire qu'avec une image de moindre qualité, eh bien, elle va en booster les détails. Et toi, tu utilises donc ce magnifique pour ajouter des détails, non, c'est ça? Oui, moi je l'ai utilisé il y a quelques jours, donc j'avais des prints à faire pour un hôtel, donc je devais faire des impressions et j'étais un peu bloquée parce que Midjourney, c'est génial, mais il y a quand même des limites, surtout de résolution d'image, et tout d'un coup j'ai pu, grâce à ça, imprimer c'est une taille de 1 mètre quand même par 70 cm, et retrouver donc non seulement une résolution adaptée pour ce projet, mais aussi une création, une augmentation de mes visuels par l'ajout de détails que je trouvais extraordinaire. Ça vient de sortir, ça fait quelques jours. Parfait. Et là, on va terminer avec cette innovation-là qui transforme une photo en vidéo. Donc là, on fait une transmutation quasiment, on change complètement un médium en un autre. Oui, c'est l'approche multimodale. Ce qui est intéressant, c'est de passer d'une modalité à une autre. Donc là, c'est image to vidéo. Image to vidéo. Donc on va voir ce que toi, tu as réalisé avec Renoué. C'est ce film-là. Oui, donc là, c'est image to vidéo, c'est-à-dire que tu as briefé l'IA, non pas avec des prompts écrits, mais des prompts photos, d'images. Il y a du image to vidéo et il y a carrément du text to vidéo. Ça veut dire qu'on écrit du texte et ça génère une image. Donc ça, c'est juste quelques tests qui ont été faits en 2-3 heures. Et donc ça montre à quel point, oui, c'est assez exceptionnel. On peut, n'importe qui, c'est à la portée de n'importe qui. Il suffit juste d'avoir une idée, une vision et de pouvoir l'exprimer par du texte. Et est-ce qu'on peut mêler différents prompts de différentes natures pour une même création, c'est-à-dire avoir un peu de texte to vidéo, de photo to vidéo, de vidéo to vidéo? Est-ce qu'on peut mélanger des prompts comme ça pour obtenir une œuvre complètement multi-promptée? Oui, c'est ça qui devient intéressant, c'est d'aller mélanger, d'aller choisir des IA en fonction de ce qu'elles peuvent faire et de créer de nouveaux médiums, des choses complètement passionnantes en fait. C'est un champ de créativité qui s'ouvre et qui est exceptionnel. Parfait. Bon, là on a vu le prompt, le multi-prompt, le reverse prompt. Tout à l'heure on verra le méga prompt, parce que tout le monde dans la salle va être invité à prompter pour créer une œuvre collective qui sera révélée à 14h. Et donc la créativité en question, moi ce qui me passionne aussi dans l'histoire des prompts, c'est qu'on pose des questions sans arrêt. Donc peut-être qu'on se remet à réfléchir, qu'on se remet à penser, qu'on met en œuvre notre esprit critique, parce que on fait un prompt, on reçoit l'image, on se questionne, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, et on est dans une recherche permanente. Voilà, ça serait un peu ma conclusion sur cette séquence. C'est très bien résumé. Et donc on a un petit takeaway évidemment que vous pouvez prendre en photo si vous voulez, où on a les points clés de la présentation. Signalons aussi que nous avons, tu es formatrice, tu donnes des formations justement en IA générative en entreprise, notamment en boîte de publicité, etc. Nous aussi on a une formation sur la générative qui sera présentée par Julien Lévy à 15h15. Et voilà, merci beaucoup Caroline. Merci à toi. Merci Caroline. On te retrouvera tout à l'heure, Caroline, avec Sylvain, puisque vous reviendrez pour répondre aux questions. Toi, tu restes un peu avec moi, Sylvain. On ne part pas tout de suite, puisque, évidemment, l'IA générative, on la retrouve dans les tendances 2023-2024 de NetExplo. Exactement. Alors l'IA générative, évidemment, ça fait partie des grandes tendances de cette année, de cette captation, qui est opérée, je rappelle, 3000 innovations sur tous les continents et dans tous les secteurs, par Marcus Godard, pilote de la veille internationale. Et donc après, on raconte cette histoire des 100 innovations les plus remarquables chaque année, sous forme de livres, de conférences, etc. Et l'IA générative, évidemment, c'est un de deux gros enjeux de ce livre avec la sustainability. Oui, innovation durable essentiellement dans ce livre. Oui, voilà, innovation durable, puisque sur les 3000 innovations 100 sélectionnées, 90 correspondent aux ODD, de l'ONU, 60 sont sur le CO2 et la biodiversité. Et puis aussi, pour compléter ce bouquin, on a 30 interviews internationales d'experts de tous les styles, des designers, des scientifiques, et des sociologues, des philosophes qui complètent la conversation sur l'innovation. C'est toi, Sylvain, qui pilote l'offre Global Trends. Est-ce que l'écriture du prochain livre est déjà en cours? Oui, le livre a commencé à exister, l'écriture a commencé à exister. Dès qu'on termine la captation ou qu'on a presque fini, on voit la tendance pour l'année prochaine. Elle sera révélée
en avril, le 23 avril prochain, à Station F. Déjà. Donc ça- secret pour l'instant. Secret pour On a l'instant, la date, je mais peux, on n'a pas je le peux pas contenu, t'interroger évidemment. sur un Non, peu ce qu'on va trouver non, là, dedans. ça Non, reste- c'est non, bon, là, ça moi, reste je complètement, ne sais pas. secret. Pourquoi, Sylvain, tu ne demandes pas à ChatGPT d'écrire ton livre? Alors ChatGPT, très bien, c'est une aide parfaite et parfois on l'utilise d'ailleurs, mais ChatGPT s'arrête en 2022 je crois et nous on est plus Ouais. tourné vers le futur. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi nous aussi, les journalistes, on ne peut pas s'en servir tant que ça. Merci beaucoup Sylvain, tu nous retrouves tout à l'heure pour répondre à d'éventuelles questions s'il y en a. Je vais accueillir à présent le fondateur de Dust, Stanislas Paulu.